Donc je vais te parler de mon père. Mon père et moi, on a toujours été proches en termes de tendresse. Par contre, sur le reste de la vie, j'ai toujours essayé d'être différent et j'ai pas vraiment accepté son héritage, tu vois. Et donc, il y a 3 ans, quelque chose comme ça, mon père, c'était quelqu'un qui donnait beaucoup d'amour autour de lui, mais qui ne s'aimait pas lui-même. Et du coup, il avait des mécanismes, tu sais, d'autodestruction. C'est-à-dire, il fumait à mort alors qu'on lui disait d'arrêter. Il avait déjà passé pas mal de fois à l'hôpital, etc. Et du coup, il y a donc 5 ans, 4 ans, 5 ans, 4 ans. En fait, il est venu bosser avec moi quand j'ai monté mon resto. Il m'a super aidé. Il a bossé comme un taré, alors qu'il avait 71 ans, 72 ans. Et à ce moment-là, en fait, il a commencé à avoir des problèmes pour respirer. Puis ça empirait en fait. Et puis donc là, on lui a diagnostiqué une tumeur dans la gorge. C'est-à-dire une tumeur mal placée qui était juste au niveau des cordes vocales. Et donc du coup, qui ne pouvait pas être enlevée par opération. Et du coup, à ce moment-là, c'était une période qui a été compliquée. Puisque moi, j'avais une relation avec mon père où mon père n'acceptait pas mon aide. Et du coup, je disais, il gère quoi. Et je pensais qu'il avait la conscience suffisante d'amour pour soi, de prendre les choses en main. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Et du coup, il s'est laissé, en fait, il s'est pas soigné comme il fallait, etc. Il n'a pas pris les choses en main. Et il est parti, il a fallu qu'il ait une femme qui était très proche de lui, qui s'appelle Élise, qui est venue et qui l'a pris en main. Chose que moi, je ne savais pas faire avec mon père et que je n'osais pas faire et que ça se passait pas bien quand j'essayais. Et donc du coup, il est parti dans le sud de la France, donc il a été loin de moi, pendant que moi j'étais au restaurant. Et donc il a lutté contre ce cancer-là pendant environ 2 ans. Avec vraiment une baisse petit à petit, mais je le voyais pas, donc j'en souffrais au téléphone, mais je l'avais pas en face. Et il s'est passé quelque chose, c'est que c'est sur la fin, sauf qu'on savait pas que c'était la fin à ce moment-là. Son ami était épuisé physiquement, de l'aider, etc. Donc du coup, je suis parti à Marseille pour être avec lui à l'hôpital. Je devais rester en 1 semaine, le temps qu'elle respire. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était difficile pour elle aussi, c'était devenu sa raison de vivre. Et à ce moment-là, en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital, au bout de 2 jours, en fait, les médecins m'ont dit, mais en fait, on va pas chercher pourquoi il a tel ou tel truc dans ses analyses, en fait, c'est terminé, en fait. Et donc là, moi, j'ai appris ça. Et donc, on savait pas, ça pouvait être 3 jours, 4 jours, comme 3 semaines, 3 mois, personne ne savait rien. Et ça a été la période la plus compliquée pour lui, puisque il était blindé de morphine et il a fait des surdoses de morphine. C'est-à-dire qu'on a fait 72 heures sans dormir, lui et moi, où il avait des hallucinations. Je dormais avec lui dans la chambre, donc je dormais pas, grosso modo. Lui, en fait, on pouvait pas avoir une infirmière qui restait. Il fallait que quelqu'un reste avec lui, donc je restais debout à côté du lit. Pendant que lui, il essayait de s'arracher des trucs, il voyait des choses, il me parlait, il pensait des fois qu'on était à la maison. Et je suis resté à côté de lui, et je l'ai laissé faire tout ce qu'il faisait. Donc il me tirait les cheveux, il m'a frappé, il m'a insulté, alors qu'il m'a jamais insulté. Il m'a jamais insulté ni frappé de sa vie. Et donc, sur le papier, ça a été dur. Ça a été dur parce que j'étais épuisé moralement, etc. C'est moi qui ai dû aussi annoncer à la famille qu'il fallait venir maintenant parce que tout le monde vit sa vie et puis il ne peut pas faire 500 km, mais là, il fallait venir. Donc la famille est venue, etc. C'était super. Et ce genre de scénario-là, en fait, c'est un scénario maintenant que je ne parle pas avec tristesse, mais vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas venues le voir à l'hôpital, il y a des personnes qui ne sont pas venues l'aider, etc. Et je comprends pourquoi, parce qu'ils avaient peur. Ça fait peur de voir quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer, qui est maigre, qui est pâle, qui est jaune, qui perd ses dents.
voilà, c'est plus la même personne que vous avez en face. Mais en tant que fils, je pense que c'est la plus belle période que j'ai jamais eue avec mon père. Parce que mon père, à ce moment-là, avait plus le choix que d'accepter que je sois là. Il pouvait plus faire l'homme fort, il avait besoin de moi. Et à ce moment-là, on a pu avoir des conversations, on a pu échanger. Alors, pas des grandes conversations philosophiques où il m'a tout dit avant de mourir, mais on pouvait être vraiment l'un avec l'autre et passer du temps ensemble et discuter sans se dire « ouais, tu m'as fait ça » ou « tu n'as pas fait ça » ou on n'avait plus de compte à régler. Et ça, il n'y a que la maladie qui l'offre. C'est comme ça que je vois la chose. Il n'y a que cette maladie où d'un coup, on est faible et c'est bon. On n'a plus le choix. On arrête de faire le fier, on met l'orgueil de côté. Et ça a été la plus belle période que j'ai avec mon père. Alors oui, les odeurs, tout ça, c'était là. Et mon père qui était souffrait. Donc j'avais mal de le voir souffrir comme ça. Mais en contrepartie, j'ai eu un sentiment d'être exactement là où je devais être et que j'ai fait exactement ce que je devais faire. Parce que des fois, on peut bosser et se dire « ouais, je sais pas pourquoi toi je fais ça » ou fréquenter des gens et on se dit « ouais, je sais pas trop, je kiffe pas plus que ça ». Là, j'étais la personne que je devais être, où elle devait être. Et après cette période-là où il a fait une surdose de morphine, il a repris ses esprits et on a pu vraiment passer du temps ensemble. Il avait toujours envie de fumer. Tout son corps partait en vrille, mais il avait toujours envie de fumer. C'est vraiment impressionnant comment la cigarette, c'est puissant. Ça faisait peut-être 3 mois qu'il n'avait pas mangé avec sa bouche, mais il avait encore envie de fumer. Et toutes les vidéos que j'ai fait avec lui à ce moment-là, ça a été des vidéos que j'ai rêvé d'avoir pendant 30 ans. C'est des vidéos où j'étais complice avec mon père, où je le faisais chier, on se faisait des vannes, etc. Et j'ai eu la chance de pouvoir me poser dans le lit avec lui, dormir avec lui, passer la barrière physique qui, même si mon père et moi on était très tactiles, mais là on pouvait l'être complètement. C'est-à-dire que je pouvais dormir dans les bras de mon père ou mon père dans mes bras. Et sentir que ça y est, c'est moi qui prends le relais, qu'il a assuré pour moi pendant tellement longtemps et que cette fois-ci c'est moi qui est là pour lui, c'est moi il est dans mes bras, c'est moi qui le protège. Bah ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut le vivre et ça a été vraiment une grande chance pour moi de pouvoir avoir ça. Après, j'ai eu le soutien de mes amis parce que forcément, à des moments où moi je lâchais et des moments où j'avais besoin d'être connecté au monde extérieur parce que sinon, voilà, quand il est sous morphine, qu'il dort à moitié, qu'il n'est pas là, moi je suis dans l'hôpital et je suis tout seul, quoi. Donc c'est sûr que quand on prend cette place-là, si on s'y aventure, il faut être soutenu soi-même. Mais en fait, ce qu'on va aller trouver là-bas est pas du tout la galère qu'on pourrait penser. Et on pense qu'on va sortir traumatisé, qu'on va sortir... comment dire qu'on va être anéanti. Mais en fait, c'est en faisant ça qu'on l'est pas. Quand on accompagne son père à la mort, après on n'est pas anéanti. Après on est content, on est heureux pour lui parce qu'on l'a vu souffrir, on a souffert avec lui, on est content que ça s'arrête pour lui, on est content que ça s'arrête pour soi aussi. Et on passe à autre chose. Mais j'imagine que quelqu'un qui sait que son père meurt, mais qui ne va pas le voir parce qu'il en a peur, il fait pas le process. Et quand son père part, ben oui, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont pas été vécues, et il y a des choses qui n'ont pas été terminées. Et je pense que c'est se priver de beaucoup de choses. Voilà, c'est se priver de beaucoup de choses et que oui, on va mourir et oui, ça fait peur. Et on espère qu'on aura une mort jolie et j'espère sans trop de souffrance. Mais ne pas accompagner quelqu'un qu'on aime dans une situation comme ça, c'est surtout se priver soi de ne pas vivre tous ces moments-là.
et si vous voulez, si tu veux être proche de quelqu'un, sois proche de lui dans la maladie. Quand il ira bien, ça peut être factice. Et dans une situation comme ça, les masques ils sont tombés, et là tu connectes avec la personne comme tu peut-être le feras jamais. Donc se priver de ça, enfin ne pas aller, c'est se priver de ça surtout. Donc, quand on aime quelqu'un et qu'on veut aimer quelqu'un, c'est le moment de le faire. C'est pas le moment quand il va bien. Donc